bonjour, merci d'être présent pour ce dernier temps où on va évoquer la question de la stratégie, ce qui tombe plutôt bien puisque les élections municipales sont passées. Les conseils communautaires sont en train de se mettre en place ou sont déjà mis en place. Et donc, cette question stratégique, elle est aussi d'une compétence du politique. Donc, ça nous semblait plutôt pertinent de la mettre à cette période-là et non pas au tout début. Donc, merci à Lorive pour cette proposition et bonne séance à toutes et tous. Merci Nicolas. Et merci à tous et puis merci à la DRATS qui permet financièrement d'organiser ce séminaire. Et effectivement, aujourd'hui, on est sur la quatrième séance. L'idée, c'est une séance qu'on a essayé de construire autour d'une certaine manière des argumentaires pour que vous puissiez avoir des contenus pour pouvoir travailler certes avec les nouveaux élus, mais aussi les signataires du contrat de ville. Voilà, c'est plus large que ça. On a travaillé à plusieurs pour préparer cette séance et mes collègues sont présents, en particulier Gaëlle. Ensuite, on a aussi Émilie et Rémi. Si vous souhaitez vous présenter tous les trois. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis Gaëlle Donard. Je travaille à l'ORIV plus spécifiquement sur les questions de lutte contre les discriminations et de laïcité. Bonjour à tous et tous. Donc, Émilie Roulet, directrice de projet à l'ORIV. Et Rémi Fontaine, chargé de projet à l'ORIV sur la politique de la ville. Bonjour pour tout le monde. Merci à tous les trois. Voilà, c'était vous rappeler quand même que c'est une démarche que nous menait l'ensemble de l'équipe. C'est aussi pour ça qu'à chaque fois on souhaite présenter les collègues. On a fait le choix aussi aujourd'hui d'une séance de 2 heures et non pas 3 heures parce que mes collègues m'ont dit que c'était un peu long 3 heures. Donc si on fait 2 heures et quart, bon, c'est pas grave. Mais du coup, on n'aura pas forcément une pause, mais on fera des questions-réponses si vous le souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas de nous interrompre, parce que l'enjeu, c'est vraiment une appropriation des éléments. Alors, bien évidemment, il y a des éléments qu'on a déjà vus, mais c'était les remettre ensemble pour bien comprendre les enjeux. Voilà. Donc, pourquoi on s'intéresse à la question de l'évaluation? Je rappelle quand même que l'évaluation des politiques publiques, notamment qui est mise en place euh, avec la Société française de l'évaluation qui pose le cadre de manière générale, rappelle qu'il s'agit de mesurer une politique mise en place, un dispositif ou une contractualisation. L'évaluation, elle relève notamment pour l'État un décret du 22 janvier 1990 qui précise les enjeux de l'évaluation en particulier. Donc, l'évaluation vise à rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus d'une politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Donc, c'est bien cet enjeu-là. Et je précise quand même que l'évaluation n'est pas simplement un exercice à un moment donné, mais un enjeu du changement. Je crois que c'est vraiment important. La culture de l'évaluation est souvent perçue très compliquée. Et de plus en plus, ce que nous, on a essayé de faire au niveau de l'ORIV, c'est faire en sorte que l'évaluation revienne un élément au quotidien de la démarche d'une politique publique. Et bien évidemment, dans le cadre de la politique de la ville, ce changement, c'est bien l'idée d'améliorer les actions et le contrat pour améliorer les conditions des habitants et habitantes en QPV. Voilà, simplement un point très rapide. Je rappelle que vous aurez à la fin du document le lien vers les séances précédentes. On aura la première séance, on avait beaucoup plus revenu sur la notion d'évaluation des politiques publiques. Et ça ne me semblait pas nécessaire de revenir un petit peu plus. Maintenant, je voulais remettre à plat
la notion d'évaluation dans le cadre de la politique de la ville. Qu'est-ce que nous dit aujourd'hui les textes disponibles? Et il y a un cas particulier sur cette année, enfin sur ce contrat de ville actuel, puisque à la fois on parle d'évaluation à mi-parcours, d'évaluation tout court, d'actualisation, voire de revoyure, etc. Donc, on s'est dit, c'était bien de remettre à plat les choses. J'ai eu un temps d'échange avec l'ANCT pour m'assurer de ne pas vous dire des bêtises sur les textes, notamment sur la question de l'actualisation des contrats de ville en 2027. Alors, qu'est-ce que les textes de référence, quels sont-ils? Tout d'abord, effectivement, la loi du 21 février 2014 sur la programmation pour la rénovation urbaine et de la ville, qui pose le cadre de l'évaluation des contrats de ville. Donc ça, c'est posé en tant que tel. Alors, je précise quand même que dans la loi du 21 février 2014, il n'est pas inscrit l'évaluation à mi-parcours. D'ailleurs, cette notion de mi-parcours, elle a été que dans des instructions et pas dans la loi en tant que telle. Voilà, premier élément. Deuxième élément, en termes de suivi, l'Observatoire national de la politique de la ville a produit un guide en 2017. Actuellement, l'Observatoire national de la politique de la ville avait évoqué une mise à jour, mais pour l'instant, on ne sait pas où on en est. Voilà, pour être très clair, on a une réunion avec eux prochainement, donc on en saura un petit peu plus, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations plus particulières sur ce point. Ce guide, par contre, est toujours valable parce qu'il s'inscrit dans la loi et les éléments qui sont inscrits pour l'instant. On a une instruction qui date de 2021, du 14 décembre 2021. Elle insiste en particulier sur le fait que l'évaluation du contrat de ville n'est pas seulement une évaluation des actions, mais aussi des modes de travail, du contrat lui-même et de la question de la participation des habitants. On a ensuite, alors, vous me direz que 2021, c'était le contrat de ville précédent. On est bien d'accord. Mais c'est le seul document qu'on a actuellement sur l'évaluation des contrats de ville. Pour revenir un peu sur la question de l'actualisation du contrat de ville, en fait, dans une circulaire du 31 août 2023 qui mettait en avant l'élaboration du contrat de ville engagement de quartier 2030, donc les contrats de ville actuels. Là, effectivement, il rappelle de manière très générale la question de l'évaluation, mais surtout, ils mettent en avant la question de l'actualisation du contrat de ville en 2027. Donc, ça, c'est un point. Alors, je vous enverrai les textes en particulier. Ce qui est marqué, c'est dans cette circulaire du 31 août 2023, il est inscrit que les contrats de ville entreront en vigueur, pour une durée de 6 ans. Ils feront l'objet d'une actualisation en 2027. Cette actualisation permettra d'ajuster les priorités identifiées et les stratégies déployées au terme des 3 premières années de contractualisation. Donc ça, effectivement, c'était inscrit dans cette instruction, cette circulaire du 31 août 2023 sur le terme, c'est bien le terme d'actualisation et non pas une révision, mais simplement une actualisation du contrat de ville. Cette décision de l'actualisation du contrat de ville a été inscrite dans le décret du 15 novembre 2024 qui modifie quelques éléments de la loi du 21 février 2014. Et donc, dans l'article 1 de ce décret de 2024,
il est mentionné en article 1, les contrats de ville mentionnés à l'article 6 de la loi Lamy sont renouvelés au 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030, j'insiste, hein, puis tous les 6 ans. Ils sont actualisés tous les 3 ans si les parties en conviennent. Donc, si je reprends les grandes lignes de ce que je viens de dire, et on va parler après du calendrier. Les contrats de ville ont une obligation d'évaluation. On a la loi qui le mentionne. On a une évaluation qui est inscrite dans le cadre de la loi du 21 février 2014 qui précise qu'il faut mettre les moyens nécessaires pour l'évaluation. C'est l'Observatoire national de la politique de la ville qui doit pouvoir apporter des éléments sur les modalités, d'où le guide. Concernant l'actualisation, il est rappelé que comme les contrats de ville maintenant sont systématiquement sur 6 ans, que en 2030, donc, il y aura une révision, enfin, de revoir le contrat de ville, et en 2027, une actualisation. Donc, si sur le calendrier, je vais revenir là-dessus, vous voyez que du coup, 2027 est dans le calendrier. En fait, on a bien 2024 avec l'élaboration des contrats de ville qui débute, 2025 qui a été une première année de programmation, la deuxième, sachant que bon, effectivement on n'a pas forcément les bilans de tous les éléments et c'est une difficulté, mais 2027 doit permettre à la fois l'évaluation à mi-parcours et l'actualisation. Et ce que nous, on propose depuis le début de l'ORIB, c'est de réfléchir sur l'évaluation dès maintenant et d'articuler l'actualisation et l'évaluation à mi-parcours. Puisque l'enjeu, c'est de questionner le contrat de ville, pas seulement pour les élus, c'est aussi la possibilité de mobiliser l'ensemble des acteurs, en particulier. Et donc, ce que nous, on propose, hein, c'est de commencer à travailler la question de l'actualisation, si ça vous paraît nécessaire dans votre territoire, l'évaluation à mi-parcours, à la fin second semestre, sur le premier semestre 2027, parce que ça permettrait à début septembre 2027 avoir les premières recommandations qui vont permettre de venir en appui sur l'appel à projet pour 2028 et donc agir sur 2029 et 2030, on est de nouveau sur l'évaluation. Voilà. Donc, les textes ne précisent pas qu'il faut avoir une actualisation en même temps que l'évaluation à mi-parcours. Mais ça nous paraît assez logique comme approche. Et je le rappelle, la démarche d'actualisation n'est pas obligatoire. Et pour ce qui est l'évaluation à mi-parcours, comme je le disais tout à l'heure, dans les textes actuellement, il n'y a pas forcément un texte sur ce volet, mais la plupart des contrats de ville, notamment du Grand Est, ont inscrit à la fois l'actualisation et l'évaluation à mi-parcours dans la contractualisation. Si c'est inscrit dans la contractualisation, ben, voilà, c'est un enjeu important. Voilà, c'est les premiers points que je voulais poser. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des questions, des réactions sur déjà ce premier point? Oui, j'ai une question. Quelle Oui, différence faites-vous entre actualisation et revoyure? Alors, justement, moi, on a utilisé à un moment donné le terme de revoyure, et en fait, j'ai vérifié les textes. Et donc, dans les textes, on ne parle pas de revoyure, mais de actualisation. Donc, le terme de revoyure aurait eu un impact particulier, puisque ça voudrait dire de revoir le terme de revoir la contractualisation, l'actualisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle porte sur les priorités et sur les modalités de travail.
Donc, ça ne veut pas dire que on doit repasser devant un conseil municipal, etc. Donc, ça serait plutôt une validation, une proposition en conseil, comité de pilotage, puisque c'est plutôt sur le document en tant que tel. Et c'est pour ça que j'ai pris euh, l'approche de la NCT pour être sûr de l'approche. Donc, c'est bien le terme d'actualisation et pas celui de revoyure. Mais je vous rappelle, hein, l'actualisation, c'est un choix qui est fait et ça ne peut pas être un choix seulement des élus. On est sur un document contractuel. Donc, à un moment donné, c'est un échange entre les acteurs. Les deux acteurs majeurs quand même, c'est les collectivités et l'État. Du coup, quel rôle je vais y arriver, du pilotage des élus et signataires. Alors, le choix qui est fait, c'est de parler pas seulement des élus, même si c'est une des enjeux, mais notre préoccupation de stratégie, c'est avec les élus et les signataires, l'ensemble des signataires du contrat de ville. Du coup, quel est le rôle? Le premier rôle, c'est, il me semble, que vous puissiez rappeler au préalable les obligations et du calendrier pour les référents politiques de la ville, que ce soit collectivité, État. C'est pour ça qu'on fait cette séance aujourd'hui. Donc, que vous ayez les éléments pour pouvoir donner les éléments aux élus, aux partenaires, etc. Donc, deuxième élément préalable, c'est se référer au contrat de ville. Qu'est-ce qui est inscrit dans le contrat de ville? Ce que disait tout à l'heure Jérôme. Voilà. Euh, et donc, aussi, c'est apporter quelques éléments auprès des élus et des signataires, les démarches d'évaluation. Parce que on s'est rendu compte avec Gaël que sur certains territoires, des fois, on fait comme si tout le monde sait les processus d'évaluation. C'est un petit peu compliqué. Donc, on a fait un petit schéma pour essayer de rappeler les démarches qui peuvent être simplement présentées aux élus ou signataires simplement. Le, le pilotage la responsabilité du cadre de l'évaluation. Euh, Qu'est-ce qu'on met derrière le cadre de l'évaluation? Il s'agira donc au pilotage de définir leur rôle. Ils doivent lancer la démarche, puisque c'est eux, le pilotage, le plus souvent qui le met en place, préciser le cadre, les attentes, le contenu et livrable, les moyens, le calendrier spécifique. On va y revenir en particulier, hein. Et la question qui va se poser, c'est que souvent, dans les contrats de ville, on a inscrit dans l'obligation, le rôle du comité de pilotage d'assurer l'évaluation. On pourrait avoir un comité de pilotage à côté, un fonctionnement différent pour la composition. Voilà. Mais à tous les cas, il faut au départ poser le cadre et lancer la démarche. Alors, si demain vous n'avez pas de comité de pilotage avant 3 mois, 4 mois, 6 mois, ou une fois par an, on peut avoir une démarche autre. C'est-à-dire que ça peut être par exemple une lettre commune de la collectivité et de l'État qui s'adresse aux signataires du contrat de ville en disant, voilà, on va lancer l'évaluation de telle manière, etc. C'est-à-dire qu'à minima, se rappeler la place des signataires. C'est un élément important quand même, l'évaluation, et c'est surtout, on va le voir tout à l'heure, euh, dans l'évaluation, on va solliciter les différents signataires selon le sujet, et donc si ils sont pas au courant, on va avoir des difficultés pour récupérer les collectes, les données, etc. Donc ça paraît important quand même d'une information claire et donner le go pour démarrer. Parce qu'il y a aussi, on va y revenir, sur la question des moyens. Donc forcément, à un moment donné, ça va
poser la question. Et on va notamment sur la mise en œuvre, on va en discuter en particulier comment on va procéder pour la mise en œuvre. Est-ce que c'est une démarche interne, externe, à quelles conditions, etc., qui paraît un point important. Si la mission elle n'est pas clairement mise en avant, ça va être très compliqué. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc je rappelle, effectivement, premièrement, rappeler les obligations et les calendriers, les textes, se référer au contrat de ville de votre territoire, du coup apporter quelques éléments sur à quoi quelles sont les conditions et la démarche d'une évaluation, quel est du coup après le pilotage consiste à définir le rôle de chacun, lancer la démarche, préciser le cadre, les attentes, les moyens, le calendrier et du coup aussi la composition. Je vais revenir plus précisément sur ces points en particulier, donc ce que j'ai appelé les tâches à minima que doit mener ce lancement au niveau des décideurs. Je le disais, il faut lancer la démarche. Alors quand on parle de démarche, démarrer la démarche d'évaluation, ça peut être simplement de dire on va engager l'évaluation. Et je vais faire il y a un schéma qu'on va voir après, ça sera plus simple pour comprendre les différents moments où il doit y avoir un pilotage en particulier. Donc c'est simplement de dire bah, on y va, voilà. Et ça ne peut pas être qu'un seul acteur. Donc ce que je disais tout à l'heure, euh, le pilotage, les piloteurs, ça va pas le terme, les pilotes, c'est mieux. Les pilotes ont une obligation quand même sur un certain nombre de points. Ils vont devoir définir les points à travailler. Quand je parle de points à travailler, c'est les objets, les sujets qu'on a envie de travailler. On va en reparler, hein, comment on peut les définir, etc. Avant même d'arriver à des questions évaluatives, ben, ça peut être intéressant de discuter avec les pilotes en disant, ben, c'est quoi qui vous intéresse de travailler, etc. Euh, on va l'évoquer aussi, il y a différents types d'évaluations. On l'a pas évolué encore jusqu'à présent, mais on a des évaluations plus sommatives, qui sur les résultats, etc. Donc, on a proposé un contenu qui vous permet aussi de proposer aux élus, ben, est-ce que vous préférez telle démarche ou telle autre? Sur la question de la méthode, les moyens et le calendrier, ben voilà, nous on vous a proposé une réflexion sur les calendriers par le second semestre 2026 et premier semestre 2027 sur des questions de programmation 2028. Après, il n'y a pas d'obligation, hein. Voilà, c'est la discussion sur le territoire. C'est à vous de le discuter. Voilà. Et la question de la méthode et des moyens, grosso modo, on a en termes de méthode, alors, dans la démarche d'évaluation, on met à côté l'auto-évaluation. C'est pas un sujet dans la démarche de politique publique. On est plutôt sur une évaluation dite interne, qui va être plutôt sur une approche euh, partenariale, on va dire, hein, pour permettre d'avoir quand même pas seulement une personne qui s'occupe de la méthode tout seul dans son coin, et puis on peut faire appel à un cabinet complètement externe. On peut avoir des cas de figure sur certains contrats de ville où on a à la fois une évaluation externe sur une question évaluative et puis une autre qui est traitée en interne. Donc on peut avoir des cas de figure très différents. La question des moyens, c'est pas seulement le fait d'avoir appel à un tiers, quel qu'il soit, ça peut être complètement quelqu'un qui s'en occupe entièrement, mais quoi qu'il en soit, même quand on a
un tiers qui intervient ou un cabinet externe, en fait, il y a quand même une implication importante des équipes, euh, au moins de la collectivité et de l'État, puisqu'il faut remonter des collectes, des données, des informations, etc. Donc, même quand on a une personne ou un cabinet qui intervient en disant on va faire appel à l'extérieur, de toute façon, il y a une implication en interne et ça va avoir un coût, quoi qu'il en soit. Il y a un point peut-être qu'on oublie souvent, et notamment on l'a évoqué en particulier avec Émilie, qui intervient sur de nombreuses évaluations des cités éducatives. On s'est rendu compte qu'effectivement, il était important au début de la démarche de définir un peu ce qui est attendu sur le format du rapport évaluatif, parce que des fois, enfin voilà, et le résultat, c'est pas forcément ce qu'on attendait. Voilà. Donc c'est intéressant de réfléchir au livrable. Alors c'est pas forcément à réfléchir tout de suite sur le livrable, parce que ça peut être aussi en lien avec les thèmes sujets. Alors, j'ai mis sur cette partie-là à la fois la précision des attentes et du cadre, en même temps que la question des questions évaluatives. Pourquoi je l'ai mis en parallèle? C'est que cette phase de la démarche de l'évaluation, en fait, on peut avoir des allers-retours avec les pilotes parce que on commence à travailler sur des points et puis on travaille avec d'autres acteurs, on revient pour affiner les questions évaluatives. Donc cette phase-là, elle demande un peu de temps. Hein. Voilà, à moins que les pilotes sont très au clair de ce qu'ils veulent mettre en place. La compétence du pilote, ou des pilotes plutôt, c'est de désigner quelle est l'équipe, le tiers, qui va porter l'évaluation. On va y revenir sur ce point, notamment avec Émilie, avec Gaëlle, pardon. C'est de rappeler aussi un enjeu de travailler collectivement. On parle, nous, d'équipe projet pour permettre de travailler avec plusieurs acteurs. Il est important que même si on a une désignation d'une équipe qui est en charge de mettre en œuvre le contrat de ville ou un tiers qui intervient, il faut toujours une information de l'avancée du travail pour qu'il y ait une appropriation par les pilotes. Euh, donc, il y a important aussi que les pilotes aient une prise de connaissance du rapport. Ça a l'air très bête ce que je viens de dire, parce que on peut se dire, bah, c'est normal, hein, si on fait un rapport évaluatif, c'est pour que ça sert. Oui, mais des fois, on a l'impression que finalement, ça n'a pas été lu, pas mis en avant, etc. Donc, c'est important qu'il y ait une prise de connaissance du pilote, des pilotes, comment un temps de travail important sur ce volet et des éléments. Souvent, on considère que le rapport d'évaluation, la démarche d'évaluation, s'arrête au moment de l'élaboration et la rédaction du rapport. On insiste à notre niveau sur une publication dans le sens de communication et de diffusion du rapport, à minima pour ceux qui ont participé, qui sont les parties prenantes du contrat de ville, mais ça plus large, je rappelle quand même que l'enjeu de l'évaluation des politiques publiques, c'est un enjeu de transparence aussi des moyens financiers et la manière dont on utilise les moyens. Donc ça, c'est un point important. Et puis, pour la suite aussi, c'est que un rapport évaluatif, toujours a des préconitions ou des recommandations et du coup, ça serait important d'approprier ces recommandations et mettre en place un suivi pour la mise en œuvre de la suite. Ça, c'est peut-être un point aussi si, comme je le disais, si on considère que le rapport, l'évaluation est un élément de changement, ben c'est important, du coup, que c'est inscrit dans le contrat de ville et l'impact
et la mise en place d'une feuille de route ou un plan d'action qui va permettre de transformer le contrat de ville en plan. Avant de laisser quelques réactions, si mon propos était relativement, j'espère, clair, je vous propose le schéma suivant. Alors, j'espère que vous n'allez pas avoir trop peur du schéma. Voilà. Alors, simplement vous rappeler, on reprend les éléments qu'on évoque depuis les trois séances précédentes, hein. Simplement, on les a un peu mieux présentés. En jaune, c'est à minima là où le pilotage doit intervenir. Donc, au départ, le cadrage, et comme je le disais, le niveau, la première étape, elle peut être avant même la séance 2, le schéma, enfin la phase 2 sur identification des buts et les objets de l'évaluation, mais l'instance peut être sur des allers-retours. De toute façon, l'instance d'évaluation de décision doit valider des moyens et donc valider les questions évaluatives. Donc c'est vraiment important puisque c'est eux qui vont dire l'attente de l'évaluation. Donc c'est important quand même qu'ils valident la question évaluative. Donc, on va avoir ensuite toute la phase de l'élaboration du plan de l'évaluation, les critères, c'est-à-dire définir qu'est-ce qu'on attend effectivement des indicateurs qui vont nous permettre d'identifier comment on va pouvoir vérifier ce qui a été euh, évolué, les changements, les impacts, etc. Et puis, bien évidemment, la phase de la collecte. On va avoir une partie ensuite de la rédaction du rapport et des recommandations, avec ainsi que la restitution. Et bien évidemment, on revient sur l'instance d'évaluation à minima, hein. Là, c'est vraiment la place de l'instance d'évaluation de pilote, j'insiste, parce qu'on va y revenir. On peut avoir d'autres instance de travail, plutôt de mise en œuvre. Donc du coup, l'instance d'évaluation, elle a la validation du rapport. J'insiste sur ce point. Quand on parle de validation du rapport, il s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec un rapport évaluatif. C'est un point important parce que souvent, ça peut avoir des réactions sur un rapport. Voilà, euh, on peut soumettre aux parties prenantes et notamment au pilotage, par exemple, un rapport qui considère qu'il manque quelques éléments, des choses qui sont à revoir. Donc ça, c'est un point important. Pour autant, c'est quand même la décision c'est quand même le groupe qui a écrit le rapport ou le tiers qui l'a mené qui a la responsabilité du rapport. Par contre, la question des recommandations qui sont proposées, on peut aller un peu plus loin et c'est surtout que l'instance d'évaluation doit faire vivre les recommandations qui sont reconnues, enfin pardon, pas reconnues, qui sont validées par l'instance d'évaluation. Donc ça me paraît important sur le rapport. Il y a eu des discussions là-dessus sur certains territoires, Émilie, hein, sur la question du rapport, hein, évaluatif et les questions de recommandation. C'est pas tout à fait le même enjeu. Oui, alors effectivement, c'est aussi quelque chose que je mets en avant quand je fais les évaluations de cité éducative avec les équipes projets, qu'on n'attend effectivement pas leur validation, mais qu'on s'attache quand même à savoir, à voir avec eux si on a bien compris. Et c'est en ça que c'est une validation. Voilà, c'est pour ça qu'on utilise quand même ce terme-là, mais c'est vraiment de voir si on a bien saisi nous-mêmes, Mm. et que c'est en cohérence avec les recommandations du coup qu'on pose avec eux. Voilà, c'est simplement ça que je voulais ajouter. Émilie, on peut avoir oublié un point, il y a une information qui Oui, n'a pas été transmise, etc. Donc c'est important, un ajustement du voilà. rapport, mais c'est en fait c'est pas une réécriture. Après, c'est la question de la restitution, elle peut en prendre une forme différente. Voilà, c'est un document qui donne un avis de jugement sur de valeur.
Voilà. Des actions. Merci, Émilie. Voilà sur ce point. Peut-être, Muriel, Oui, Jérôme. la place du chargé de mission dans tout ça. C'est juste de me dire comment je me positionne moi, chargé de mission, ça viendra peut-être dans la suite, je sais pas. Mais comment moi, chargé de mission, je me positionne face à mon élu qui pourrait me dire, parce que c'est en interne, tu peux le faire. Alors, justement, c'est un point après. C'est le choix du mode de mise en œuvre. Euh, alors, en fait, normalement, une évaluation, je passe sur la fin et je reviendrai après sur les différents types d'évaluation. Le choix du mode de mise en œuvre de l'évaluation, historiquement, souvent, on était plutôt sur une approche externe. C'est-à-dire que on allait sur un tiers qui menait un cabinet, etc., avec des coûts plus ou moins importants. Le constat qui a été fait historiquement, c'est que des fois, c'est compliqué parce que l'appropriation, elle est pas si simple que ça après du résultat. Et comme je l'ai dit, même quand il y a un cabinet externe, avec toutes les qualités que peut avoir le cabinet, hein, c'est pas la question, c'est que le chargé de mission, la déléguée du préfet ou du délégué préfet, faut qu'ils apportent des éléments et les uns et les autres. Donc de toute façon, il y a une implication quand même des uns et des autres. Euh, Comme je disais, j'ai extrait, enfin, on parle pas d'évaluation, auto-évaluation. Quand on parle d'évaluation interne, c'est en fait plutôt une logique d'un partenariat entre un groupe. Alors, nous, on parle d'équipe projet, se dire, comme tu l'as dit, si on dit bon bah on n'a pas beaucoup de moyens, c'est le chargé de mission qui va s'en occuper, etc. Je pense que c'est important que la mission soit clairement mise en place, qui sera autour de la table pour travailler et travailler sur ce volet. Et donc nous, on a proposé depuis janvier de vous proposer une démarche participative, une évaluation participative sur laquelle on va revenir. Comment on intervient dans ce domaine. Mais ce qui est important, c'est l'évaluation interne peut être que une équipe projet ou on peut faire appel à un tiers pour un accompagnement. Et là, ça peut être, par exemple, pour certains territoires, aujourd'hui, l'ORIB est un tiers qui accompagne certains contrats de ville pour l'évaluation à mi-parcours, mais ça peut être un cabinet, etc. Je trouve qu'il y a des cabinets aujourd'hui qui interviennent plutôt sur de l'accompagnement d'une équipe en interne. Et quand je parle d'interne, ça ne veut pas dire la collectivité, hein. Ça peut être, on va y revenir, Gaëlle va donner des exemples des démarches qu'on teste de faire. Voilà, c'est ça l'enjeu. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment euh, de bien à chaque fois mettre en avant les points forts, les points faibles. Voilà. Quand on a quelqu'un, si par exemple on fait un dispositif en particulier, c'est quand même compliqué que le chargé de mission s'occupe directement de l'action en tant que telle. Par exemple, voilà, les chargés de mission politique de la ville, les référents politiques de la ville ou les services de l'État, vous ne travaillez pas que sur le contrat de ville. Vous avez aussi une vision plus large. Donc ça apporte des éléments. Donc ça, c'est vraiment, il faut faire un choix. Voilà. Alors, parfois, c'est le choix financier qui est mis en avant. Je crois qu'il faut réfléchir collectivement. Et comme je le disais, on peut avoir une action comment dire, une partie d'une cité d'une question évaluative qui est en interne et sur un autre sujet externe. Voilà, c'est tout à fait possible. Après, il faut effectivement, on pourra revenir avec vous sur des équipes qui peuvent intervenir sur des cabinets, etc. Mais je crois que le mode de mise en œuvre est important. Et quand on parle d'équipe projet, ça ne veut pas forcément que des techniciens. Ça peut être aussi des élus qui sont impliqués, mais dès le départ, il faut que les choses soient claires. Voilà. Et à tous les cas, c'est partenarial, donc ça ne peut pas être qu'une démarche que de l'État.
ou que de la ville ou de la collectivité. Moi, j'insiste vraiment sur ce point, parce que la garantie d'une évaluation, c'est le regard croisé. Voilà. Du coup, je reviens sur le point précédent, hein. Sur les différents types d'évaluation, je suis tombée sur un document qui me paraissait intéressant, c'est que on a évoqué, hein, nous, on vous avons proposé une démarche de type d'évaluation participative, donc c'est-à-dire, on va y revenir sur mobiliser l'ensemble, les parties prenantes, mais en fait, on peut avoir quatre grands types d'évaluation qui, aussi en fonction de là où on en est du dispositif, du sujet qu'on veut garder, qu'on va regarder en particulier. Donc du coup, et ça n'a pas le même impact sur les indicateurs qu'on va retenir. Donc par exemple, on peut avoir une évaluation qu'ils appellent formative. C'est des évaluations qui sont dans le cadre d'une étape d'un programme à un moment donné. C'est-à-dire que on a, par exemple, on a un contrat de ville qui a lancé un travail sur un volet particulier autour du développement économique. Au bout de 2 ans, c'est quand même compliqué de se dire ouais, je vais avoir les impacts, etc. C'est pas possible, quoi. Donc, on va avoir plutôt une évaluation formative et on va aller juste simplement regarder, entre guillemets, l'évaluation des progrès, l'efficacité qui a été mise en place, etc. Donc, on va pas être forcément sur les impacts, on va être sur le processus, par exemple. Voilà. Mais sur l'efficacité, les progrès, etc. Voilà, ça me paraît. Je fais un lien, Laurence, pour Romilly-sur-Seine, quand qu'on a échangé par mail. La préoccupation, c'est de dire on n'a pas suffisamment de retours sur les ambitions qu'on a mis en place. Effectivement, on peut pas regarder tout de suite les impacts. Peut-être voir comment on a avancé sur ce volet. Peut-être qu'on s'est rendu compte que du coup sur un sujet on n'a pas pu avancer, pour d'autres on a mis une méthode différente, etc. On peut avoir une évaluation qu'on appelle sommative. C'est donc la somme des documents qu'on utilise. Là, on est plutôt effectivement sur une évaluation où on a déjà avancé pas mal. On peut regarder les buts, les objectifs, regarder l'efficacité globale, etc. Par exemple, on s'intéresse à la question éducative sur des dispositifs de PRE, par exemple, de programmes de réussite éducative, depuis des années. On se dit, bah là, quand même, on a de la matière. Ah, bah, on va regarder plus particulièrement, et donc on va aller regarder la documentation qui a déjà été faite, etc. On peut avoir une évaluation sommative et ce que je vais évoquer après sur les résultats. Par exemple, on peut avoir une évaluation qui est à la fois sommative et sur les résultats, que je vais revenir sur la quatrième. On peut avoir une évaluation sur le processus. Là, on va s'intéresser à comment ça fonctionne. Est-ce que c'est conforme à ce qui était prévu? Par exemple, c'est un élément qu'on pourrait regarder. Dans le cadre du contrat de ville, on s'est dit, on va travailler en particulier sur la participation des habitants, l'implication, etc. Donc, on va pas forcément aller regarder les résultats tout de suite, mais c'est ce qui va nous intéresser, c'est le processus. Par exemple, si dans un des contrats de ville, vous avez modifié le comité de pilotage, vous avez décidé de travailler des instances différentes, eh ben, on va regarder plutôt les questions de processus. Le dernier type d'évaluation qu'on peut regarder, c'est les résultats. Effectivement, quelle est l'efficacité d'un programme? Qu'est-ce que ça produit? Et on va plutôt parler de l'impact du programme et les résultats, entre guillemets, escomptés auprès des participants. Voilà, donc je sais pas, ça fait dans le contrat de ville, on a mis des moyens importants sur la médiation et depuis le contrat de ville précédent et encore aujourd'hui. On se dit, bon, on va regarder un petit peu finalement, est-ce que ça a amené plus d'aller vers, etc. Et je prends cet exemple parce que sur Mulhouse, actuellement, un des aspects
de l'évaluation porte aussi sur l'animation de rue, qui porte depuis des années la collectivité, et du coup d'aller regarder un petit peu comment ça apporte des éléments auprès des habitants. Voilà, ça, pourquoi je l'ai mis comme ça? Parce que ça permet de peut-être de mieux identifier ce qu'on peut attendre de tel sujet en particulier. Et la dernière fois, on avait proposé de réfléchir sur des critères. Et c'est en fait, on peut faire le lien avec ces éléments. En fait, c'est que quand on est sur un processus, qu'on essaye de comprendre le comité de pilotage, où on a articulé mieux les choses, le droit commun, on va avoir des critères qui sont pas tout à fait les mêmes que quand on va aller regarder une action menée auprès des habitants sur la culture ou l'apprentissage du français. Voilà, pour prendre ces exemples. La question qui se pose toujours pour nous, c'est qu'est-ce qu'on doit évaluer? Donc, je viens d'évoquer les types d'évaluation, mais peut-être que du coup, l'idée, c'est de se dire quels sont les objets d'évaluation qu'on a envie de regarder, comment on va travailler là-dessus. Alors, pour avoir des idées et de l'argumentation à donner aux élus, j'ai repris l'instruction du 14 décembre 2021, qui en fait est aussi dans le guide que l'ONPV avait mis en place. C'est en fait de rappeler ce que nous on vous a dit depuis les séances précédentes, c'est que un contrat de ville, ce n'est pas que des actions, c'est aussi des processus, des modes de travail entre de coopération, la place des associations, etc. Et c'est intéressant de rappeler que l'instruction du 14 décembre 2021 rappelait que effectivement il s'agit de rendre compte de la mise en œuvre et des résultats. On n'est pas seulement sur des résultats, on est aussi les modes les moyens que l'on met en place. Rappeler qu'il est important que quand on travaille sur une évaluation de la politique de la ville, on ne va pas s'intéresser que seulement à la programmation ou des actions financées dans le cadre du BOP 147, mais aussi le droit commun. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc, dans l'instruction du 14 décembre, préciser qu'il est intéressant d'aller regarder les actions, les moyens, dispositifs à l'époque les trois piliers de l'époque. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas et les axes transversaux. Là, pour le coup, on est sur le contrat de ville actuel, on n'a pas l'obligation d'avoir les mêmes piliers, etc. Donc, on va regarder dans votre contrat de ville quelles ont été les priorités qui ont été mises en avant. Et c'est important, enfin, que dans le cadre de l'évaluation, d'apprécier le fonctionnement et l'impact du contrat de ville. Je le dis souvent, la politique de la ville, c'est une politique de la méthode. Donc c'est important de s'intéresser au processus de coopération, les modes de travail avec le droit commun. Par exemple, c'est aussi l'occasion d'aller regarder finalement les engagements qui avaient été inscrits des différents signataires et bien évidemment de regarder la question. Alors on est en 2021, on parlait beaucoup des conseils citoyens. Aujourd'hui, la situation est un peu plus complexe mais on reste toujours sur l'enjeu de la participation des habitants et ça doit être intéressant de regarder la question le soutien de la vie associative. Donc c'était rappelé quand même que c'est intéressant de voir comment on avait proposé l'instruction du 14 décembre 2021. Si je reprends maintenant la situation actuellement, comment on peut faire un choix des objets de l'évaluation? On a plusieurs options possibles. Alors on peut avoir croisé plusieurs éléments. On peut déjà, il y a un sujet qui est inscrit dans le contrat de ville. Donc, au sujet de l'évaluation. Donc, bien évidemment, on va aller regarder ce point en particulier. On peut avoir une priorisation qui est mise par un des acteurs ou décideurs
par exemple, une équipe municipale qui arrive, ils ont un sujet en particulier. Bon, on va peut-être porter un regard de particulier sur ce volet pour qu'ils s'approprient le contrat de ville. On peut avoir aussi se rendre compte que le quartier ou le contrat de ville a connu un changement majeur, un événement, l'évolution du public. On se rend compte avec les données statistiques qu'il y a un vieillissement une augmentation de vulnérabilité, etc. On s'est dit, tiens, on va peut-être regarder plus particulièrement ce sujet. Un des éléments que j'évoquais tout à l'heure dans l'instruction 2021, c'est de retenir un sujet ou une thématique qui mobilise le plus les financements. On a par exemple des contrats de ville où 60% des financements soit sur, par exemple, sur des enjeux éducation. Peut-être que c'est intéressant de s'y intéresser en particulier. Voilà. Mais c'est pas une obligation. On peut s'intéresser non pas sur les financements du contrat de ville, mais l'enjeu du droit commun. Euh, on peut regarder la question de l'éducation pour reprendre cet élément, mais comment on articule les actions qui sont menées par l'éducation nationale et l'ensemble des autres acteurs, ainsi que ceux qui sont mis en place dans le cadre du contrat de ville. Ça peut être aussi sur les questions de l'emploi et du développement économique. Et j'ai une coquille, parce que là, il y a une question, un point qui n'est pas bon. Donc, c'est pas, j'enlèverai quelle question évaluative, c'est pas bon. Et je rappelle quand même que là, j'ai évoqué plusieurs dimensions, mais l'enjeu, c'est qu'il ne s'agit pas de tout évaluer. Il faut faire un choix ou des choix. C'est pas si simple, hein. Je regarde Gaëlle, parce que sur certains territoires, voilà, voilà, c'est un peu la contrainte de dire, non, ouais, on peut pas regarder. Et peut-être il y a un point deux éléments qu'il faudrait rajouter ici, c'est que euh, on peut avoir une évaluation en même temps sur un autre sujet, le renouvellement urbain, la convention territoriale globale, un travail qui est mené avec, par exemple, un projet social de centre socioculturel. Ça peut être intéressant d'articuler en commun. Ça peut être sur la cité éducative. Voilà, comment on pourrait éventuellement aussi faire le lien. Ça paraît important. Et j'avais un point que je voulais évoquer, que j'ai perdu. C'est pas grave, ça me reviendra. Et puis, effectivement, on rappelait que l'évaluation elle n'est pas un bilan ni un audit. C'est vraiment un enjeu de collectivement pouvoir mieux intervenir sur des territoires. Voilà un petit peu sur. Alors nous, on parle d'objet d'évaluation tant que on n'a pas défini l'évaluation, la question évaluative. Au départ, il faut déjà se dire de quoi on a envie de travailler. Quand on parle d'objet et pas de thème, parce que ça peut être le mode de travail entre les acteurs, la coopération, et ça peut être aussi une thématique en particulier. C'est pour ça qu'on a utilisé le terme d'objet de l'évaluation avant qu'on puisse l'avoir formulé en termes de questions évaluatives. Du coup, nous, notre préoccupation, on revient là-dessus comme ça, parce qu'on pense que l'important dans le cadre du contrat de ville, c'est une évaluation participative. Et du coup, je vais pas reprendre tous les éléments, parce que ça, pour le coup, on l'a déjà vu, mais si nous, pourquoi on a insisté sur une évaluation participative, et je précise, hein, une évaluation participative, elle peut s'appuyer sur un tiers ou un cabinet ou que en interne. Voilà, je précise, hein, le fait d'évaluation participative, elle n'est pas, elle peut être interne, externe, mais voilà, je précise. Voilà. Et donc, pour nous, ce qui est intéressant sur l'évaluation participative, comme on l'a déjà dit, c'est que ça permet une participation des parties prenantes tout au long de l'étape de la démarche de l'évaluation et une appropriation en fait du contenu
qui permet en fait de transformer le contrat de ville, les contenus, etc. Donc, je reviens sur les éléments qu'on avait mis en avant. L'évaluation participative, elle permet aux partenaires une réflexion critique, pardon, et donc une transformation au fil de l'eau. Ça permet d'entendre les voix de certaines parties prenantes auxquelles on ne va pas appeler. On a une appropriation collective au fur et à mesure et une plus grande cohérence entre l'évaluation et la mise en œuvre du contrat de ville. Voilà. Je reviens pas plus là-dessus parce qu'on l'avait déjà évoqué. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est que on va reprendre les étapes qu'on a évoquées tout à l'heure sur l'évaluation, euh, mais du coup d'ajouter un élément complémentaire sur comment on peut s'inscrire dans une évaluation participative et quelle est la place des uns et des autres. Alors, on a beaucoup parlé des pilotes, mais bien évidemment, la question, c'est pas que les pilotes qui décident, etc. Et donc, il nous paraît important de ce qu'on a évoqué, une équipe projet. Donc, euh, Gaëlle, tu veux l'évoquer ou je l'évoque moi? Juste pour dire que une équipe projet, en fait, c'est aussi bien de la mettre au long cours sur un contrat deal. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire aussi avec Muriel, quand on accompagne des contrats deal, c'est finalement d'avoir des équipes projets qui sont constituées évidemment du ou de la chef de projet politique de la ville. Souvent, on a quand même aussi les collègues en fait qui sont dans les deux, par exemple dans deux ou trois collectivités, puisque souvent on a l'équipe projet au niveau de l'EPCI, puis effectivement on a les référents politiques de la ville dans chaque commune. Les référents politiques de la ville dans les communes en fait qui ont des quartiers contrats de ville, vous avez souvent un chef de projet qui est à l'échelle de l'agglo, qui est à l'échelle de l'EPCI. Et ensuite, vous avez souvent des référents quand même, en tout cas dans certaines, peut-être pas chez vous, mais en tout cas dans d'autres organisations, on pratique quelques contrats de ville du Grand Est. Et donc, effectivement, les organisations sont vous le savez, sont aussi, dépendantes des territoires, des organisations. Mais en tout cas, quand on peut mettre en place une équipe projet, l'idée, en fait, c'est d'avoir à la fois effectivement le ou la collègue chef de projet au niveau de l'EPCI. Souvent, ce collègue a quand même des référents politiques de la ville au sein des communes qui ont des contrats de ville. Pas toutes, évidemment, celles qui n'en ont pas dans l'agglo n'auront pas de référent politique de la ville, mais certaines en ont, qui n'ont pas le même rôle que le chef de projet, puisque c'est bien le chef de projet politique de la ville qui, lui, va être effectivement dans la coordination du contrat de ville, etc. Néanmoins, il y a souvent il peut y avoir, en tout cas dans l'exemple que sur lequel je me base, il y a des référents politiques de la ville, donc ça fait déjà une équipe projet. Des fois, le DGA ou le DGS de la collectivité se joint aussi à cette équipe projet, et c'est une équipe projet donc à la fois constituée des référents politiques de la ville, des fois par exemple d'un référent aussi à un moment donné qui peut être important dans le cadre du déploiement du contrat de ville, par exemple, le collègue ou la collègue en charge, par exemple, de la jeunesse. Voilà, donc cette équipe projet peut être aussi fluctuante en fonction, effectivement, du temps où on est dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de ville. Et en tout cas, nous, dans le cadre c'est ce qu'on essaye un peu de faire en sorte, justement, que le chef ou la chef de projet ne soit pas seul dans effectivement la mise en œuvre du contrat de ville et le déploiement en fait des actions du contrat de ville. Et donc une équipe projet est souvent constituée, donc comme je disais, des référents du ou de la chef de projet, du DGA, DGS ou du N+1, et avec de temps à autre aussi, selon les réunions et les sujets des réunions et les objets des réunions, l'élu qui est en charge de la politique de la ville. Donc, voilà un petit peu, ça peut être une configuration d'équipe projet. Elles vont évidemment varier selon vos territoires, selon l'organisation de votre collectivité, selon effectivement, comment s'organise aussi le contrat de ville et le nombre de quartiers prioritaires que vous avez. Parce que quand on a des quartiers prioritaires
qui sont sur, par exemple, 2 collectivités ou 3 collectivités, mais qui a une EPCI, effectivement, ça permet aussi de construire des équipes projets. Deux éléments avant de donner la parole aux collègues. Gaël, il y a aussi les services des référents de l'État. Dans les équipes projets, on a des services de collectivités de droit commun. Non, c'était juste pour dire qu'effectivement, au moment où on a démarré, voilà, au moment où on démarre on démarre effectivement la démarche évaluative. En fait, avant effectivement d'aller vers les questions évaluatives, il y a tout un enjeu autour de l'objet. Et alors, nous, par exemple, enfin là, sur le territoire que je prends en exemple aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, en fait, l'équipe projet qui était déjà constituée, donc il y a effectivement une petite équipe projet, avait quand même réussi enfin, elle s'était réunie, alors sans Muriel et moi, mais pour se définir les objets qu'ils voulaient voir évalués. C'est-à-dire quels constats, eux, ils avaient depuis 2 ans que le contrat de ville se mettait en œuvre, quelles actions ils avaient, sur quoi est-ce qu'ils avaient tenté, entre guillemets, de mettre le paquet en termes d'actions, etc. Voilà, c'est un territoire qui a développé notamment beaucoup d'actions sur le sport, en fait, en direction des jeunes. Voilà, ils ont beaucoup, voilà, ça a été quelque chose qu'ils ont beaucoup mis en avant avec des nouveaux partenariats, etc. Et donc voilà, donc en fait, c'est vrai que je crois qu'ils se sont réunis, voilà, à plusieurs reprises pour essayer de se dire, ben voilà, quels sont les 2 objets parmi tous les axes du contrat de ville et parmi aussi les projets de territoire, puisqu'en fait, là, vous avez aussi les projets de quartier, puisque vous avez à chaque fois le contrat de ville comme comment dire, le cadre global. Et puis à chaque fois, lors de la dernière contractualisation, on a construit aussi des projets de quartier. Donc c'était aussi de se dire, ben finalement, dans les différents axes, dans les différentes actions, dans ce qu'on a eu envie aussi de mener par rapport au constat qu'on avait fait et ce qu'on a mis en place. Voilà, ce serait quoi les objets, les sujets sur lesquels on veut travailler pour cette évaluation à mi-parcours avec les partenaires. Du coup, je continue. On arrive sur la question on a réussi à définir les questions évaluatives, on les met en discussion et donc il y a une validation qui est mise en place et donc à ce moment-là, on commence à réfléchir sur les moyens qu'on va pouvoir mettre en place. Et là, on peut avoir différentes choses. Alors, on pourrait faire appel à l'extérieur, un cabinet, etc. Dans la démarche évaluative, nous, on vous propose plus particulièrement d'avoir une démarche plus collective, plus partenariale, et donc toujours pour donner des exemples de comment on travaille sur ce volet. Je vais donner la parole à Gaëlle. Je reviendrai sur un autre territoire ou comment on a travaillé sur ce territoire. Alors, juste pour dire qu'effectivement, sur le territoire, là, qu'on prend en exemple, donc l'équipe projet avait validé des objets d'évaluation avec l'élu. Suite à donc on avait 2 objets d'évaluation, mais pas encore de questions évaluatives. Et là, en fait, il y a eu effectivement, quand même dans l'idée qu'on va justement impliquer d'autres acteurs du territoire. Donc là, les 2 objets, il y avait réussite éducative et insertion professionnelle. Voilà. Et donc, dans l'idée qu'en fait, on allait construire en fait l'évaluation ou impliquer d'autres acteurs du territoire, on a fait déjà un premier temps avec tous les acteurs impliqués dans le cadre du contrat de ville pour leur dire, ben voilà, l'évaluation va démarrer. Parmi tout ce qu'on a comme axe dans le contrat de ville, il a été choisi de mettre l'accent pour l'évaluation à mi-parcours sur ces 2 objets-là, réussite éducative et insertion professionnelle. Nous n'avions pas encore les questions évaluatives à cette époque, mais l'idée, c'était déjà de dire, ben voilà, sur ces objets-là, vous, en tant que partenaire, acteur du contrat de ville, voilà, quels sont vos constats, quelles sont les actions que vous avez mises en œuvre, est-ce qu'il y en avait des nouvelles dans le cadre de cette contractualisation? Donc, on a fait déjà un premier état des lieux avec les acteurs et partenaires, associations qui interviennent dans le cadre du contrat de ville et sur les territoires auprès des habitants et des habitantes. Ensuite, une fois que ça a été fait, on a effectivement, alors entre-temps avec Muriel,
on a construit les questions évaluatives. Donc, ces questions évaluatives, on a pris les deux objets et en fonction de ce que, voilà, de l'enjeu, de ce contrat de ville, dans le cadre aussi des actions qui avaient été construites, on a construit des questions évaluatives qui ont fait l'objet de au moins 1 ou 2 allers-retours avec l'équipe projet pour vraiment avoir les questions évaluatives les plus précises. Et ça demande vraiment du travail. Ça, c'était au moins, je pense qu'on a passé au moins 2 séances de travail. Voilà, ça nous a pris, c'était sur un temps, voilà, sur l'idée sur 3 semaines, 1 mois, parce qu'il fallait le temps d'avoir des premières questions, de se dire, ben, tiens, est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes, etc. Et donc, on a formalisé effectivement des questions évaluatives, 2 questions évaluatives générales. Et parallèlement à la formalisation de ces questions évaluatives, nous avons du coup mis en place un groupe de travail qui, pour le coup, est un groupe de travail qui va vraiment travailler à l'évaluation. Et là, comme nos 2 enjeux, c'était réussite éducative et insertion professionnelle, notre groupe de travail, on l'a travaillé avec l'équipe projet en disant, bah là, il nous faut absolument, je sais pas, le CSC du territoire. Ah ben tiens, la proviseure de tel collège, elle est super, elle va être impliquée. Enfin voilà. Et en fonction, en fait, effectivement, il nous faut France Travail puisqu'on est sur l'insertion. Voilà. Et en fonction, en fait, de ces 2 objets d'évaluation qui avaient été décidés, nous avons donc défini les questions évaluatives et constitué le groupe de travail évaluation qui va maintenant se réunir à partir du mois de mai et jusqu'en décembre 4 fois, avec à chaque fois des objets de travail très définis qui vont être, d'une part, les questions évaluatives ne vont pas être remises en cause par ce groupe de travail évaluation, ça on les a construits avec l'équipe projet. Par contre, ce qu'on va définir avec ce groupe de travail évaluation, ça va être effectivement les critères et les indicateurs et les sources. Et là où on va pouvoir aller recueillir de la donnée. Et on va aussi essayer évidemment de faire en sorte que ce soit faisable, dans le sens où on sait qu'effectivement des sources, enfin voilà, des outils d'évaluation, on peut en construire. Maintenant, il faut que dans le temps imparti et par rapport à nos objectifs, il faut qu'effectivement à la fois nos outils peut-être qu'on va construire spécifiquement, mais aussi ce qu'on a déjà comme données, on va essayer de l'identifier ensemble avec ce groupe de travail. Merci, Gaëlle. Et du coup, sur un autre territoire, en fait, les questions évaluatives sont plutôt non pas sur des thématiques, hein, puisque la Gaëlle évoquait 2 thématiques. Sur un autre territoire, on est plutôt sur des processus, la place des associations, etc. Donc, la manière de travailler, ça a été de rencontrer des porteurs d'action pour voir un petit peu ce qui avait été mis en place, de comprendre ce que la collectivité et l'État apportaient auprès des associations. Et on a travaillé avec des universitaires sur la place des associations. Et du coup, on a élaboré une question évaluative avec des objets différents de travail. Et du coup, on va avoir différentes chefs de projet, entre guillemets, qui vont travailler sur tel point ou tel autre. Par exemple, il y a une recherche-action qui est en cours sur l'évaluation, une recherche-action sur les associations sur un territoire avec l'université. On a par ailleurs la maison de l'association, le réseau national des maisons associatives sur qu'est-ce qu'ils apportent auprès des associations et puis regarder ce que la collectivité apporte sur les associations. Donc on voit bien que l'idée, c'est aussi de s'appuyer sur les apports des uns et des autres. Quand on parle d'une évaluation participative, c'est aussi, ça nous oblige à aller regarder ce que font les uns et les autres, et ça permet d'élargir le droit commun aussi, hein, parce que c'est ça l'élément. Sinon, on va aller regarder que les actions du contrat de ville. Bien évidemment, dans le cadre des évaluations qu'on est en train de mener, on va arriver tout doucement dans la partie de collecte et la méthode de recueil. Donc, pour l'instant, on les a pas mis en place. Donc, ça, on peut pas vous dire en particulier. On pourra en reparler dans quelques temps. Voilà. Mais on l'a déjà fait dans d'autres démarches.
ça c'est une phase importante et bien évidemment l'enjeu à ce moment-là, c'est de mobiliser les différents porteurs d'action, la collectivité, etc., mener des enquêtes sur des territoires. Là aussi, c'est quels moyens on va pouvoir avoir pour pouvoir assurer la collecte. Par exemple, ce que évoquait Gaël, sur plusieurs territoires actuellement au niveau de l'ORIB, on est en accompagnement sur des territoires. C'est pas l'ORIB qui va mener toute la collecte, ce n'est pas possible. Et en plus, on va pas pouvoir aller auprès de certains publics. Donc ça, c'est un point important, c'est que on va s'appuyer aussi sur les porteurs de projets pour pouvoir recueillir des données. Par exemple, on a besoin de comprendre une action sur l'impact des habitants. Eh ben, on va faire peut-être un questionnaire ou venir à une séance où des habitants sont présents, où on pourra recueillir quelques apports, quelques paroles, etc. Enfin voilà, il va falloir avoir différentes méthodes. Après ça, c'est quelque chose qu'on pourra retravailler avec vous sur les méthodes quand on en sera là, mais voilà, on n'en est pas encore à la collecte. Ce qui nous paraît important, c'est que souvent, la phase d'analyse des données est souvent l'évaluateur qui fait l'analyse des données, etc. Or, dans la démarche de l'évaluation participative, c'est justement de s'appuyer sur le regard croisé. C'est important que peut-être cette phase de d'analyse, d'interprétation et de rédaction puisse être un travail commun. Alors, bien évidemment, il faut quelqu'un qui prenne qui écrit, mais j'ai regardé sur d'autres travaux qui ont été menés notamment au Québec, où en fait il y a des petites parties de l'évaluation avec une rédaction qui a été faite par un acteur, et du coup il y a un travail avec les autres en disant ah ben moi je l'avais pas vu de la même manière, je mettrai une analyse complémentaire, etc. Ça va être un des éléments importants sur quel est l'attendu du livrable du rapport évaluatif. Ça, c'est un élément important. On est plutôt sur l'habitude d'avoir un rapport évaluatif écrit, on va dire d'une certaine nombre de pages, etc. Ben, aujourd'hui, il y a des rapports évaluatifs qui sont des éléments assez resserrés avec des constats, des éléments des impacts et des mécums pas des mécums, des verbatims des habitants et ensuite des recommandations. Je trouve que c'est intéressant d'ailleurs. Il y a un cabinet avec lequel j'avais croisé qui avait travaillé sur le programme de réussite éducative, d'une part sur une démarche méthode biographique avec le retour d'habitants qui était plutôt intéressant, et une autre démarche qui avait fait le choix d'une approche subjective, c'est un choix, sur finalement comment les habitants ont perçu tel dispositif, telle démarche, etc. Parce que finalement, souvent, la politique de la ville, c'est difficile de dire, par exemple, le taux de chômage s'est amélioré parce qu'on a mis des actions, mais en fait, c'est comment les habitants ont perçu les choses et comment ils vivent au quotidien. Donc, on peut avoir des démarches très différentes. Et au-delà de l'analyse des données, l'idée, c'est aussi que les recommandations qu'on peut mettre en place, parfois, on les fait tout seul dans son coin. À un moment donné, ça pourrait être intéressant d'échanger sur les recommandations avec des parties prenantes. Alors, on pourrait revenir sur un groupe avec des porteurs d'action ou des habitants, tout dépend du sujet, ou des signataires du contrat de ville en disant est-ce que vous y retrouvez ou pas. Voilà, il y a aussi cet élément, parce que des fois, on propose des recommandations qui peuvent être à côté. Quand on travaille, je donne l'exemple des cités éducatives, effectivement, les recommandations, finalement, elles arrivent au fur et à mesure de la discussion de la démarche
participative. Oh, je suis fatiguée, hein. Je vais prendre un peu d'eau. Participative. Voilà, ça me paraît important. Cette partie de la recommandation, comment on peut travailler ensemble. Et par exemple, alors la limite que peut avoir la recommandation, c'est que des fois on va se dire ah ben non c'est pas possible, hein, on va pas le mettre en place parce que ça n'a pas marché jusque-là. La question qu'on peut mettre en avant sur la recommandation, c'est à quelles conditions on va pouvoir mettre en place cette recommandation. Et on revient sur la question, bien évidemment, des pilotes. Et sur toujours cette phase 4 hein, que j'évoque, la publication et la mise en discussion du rapport nous paraît un élément important. Vraiment, parce que souvent on oublie tous ceux qu'on a sollicités à un moment donné dans l'évaluation, ils n'ont pas de retour. Et donc c'est vraiment un point important sur ce volet. Pour nous, c'est pas terminé de vous apporter des éléments. Comme je le disais, le 10 juin, on vous propose une autre démarche. En tout cas, je vous remercie